Chers amis, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous capter. Bonjour évidemment ou bonsoir à celles et ceux qui nous suivent maintenant en direct dans cet horaire un peu plus hâtif, 18 heures. L'occasion de vous retrouver pour tout d'abord commémorer ensemble peut-être une nouvelle phase, une nouvelle étape dans cette gestion de la pandémie qui nous permet plus que jamais maintenant, voilà, de non seulement vous rappeler que les studios sont vastes et que l'on peut enlever le masque, mais aussi se féliciter que dans un plus grand nombre d'endroits, grâce à la mobilisation de toutes et tous, on puisse enfin retrouver un peu plus de confort. Et j'invite d'ailleurs nos invités à retirer leur masque. Je dis invités sur ce plateau, bien sûr, mais vous allez le découvrir. Toutes et tous ce soir sont ici chez eux, puisque dans les locaux du Centre d'Action Laïque, la présidente, la vice-présidente, un administrateur, forcément, c'est Welcome Home. Alors l'occasion pour nous ce soir, dans ce troisième volet que Véronique de Keyser va nous présenter dans un instant, de dire merci. Merci aux équipes, Véronique de Keyser. C'était aussi ça, le but ultime de tout ce que nous avions déjà engrangé, c'était de pouvoir arriver à mettre à l'honneur et en avant et en exergue ce que la première ligne laïque a pu faire pendant ce Covid. Je dirais que l'ensemble du cycle a été même motivé par ça. Parce qu'on s'est très rapidement rendu compte dès le début de la pandémie qu'il y avait des problèmes qui étaient sur le terrain, qu'il se passait des choses qui étaient parfois terribles, parfois très intéressantes, comme des élans de solidarité, et qu'il y avait à travers toute la structure du CAL, c'est-à-dire les régionales, les 33 associations sur le terrain et puis tous les bénévoles, il y avait des expériences qui étaient assez extraordinaires et qui essayaient de contrer les ravages que faisait la pandémie et l'isolement social dans lequel nous plongeait le confinement. Et ce soir, nous sommes dans le troisième module de ce colloque qui devait être consacré aux plus vulnérables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler ensemble avec des gens de chez nous, de ce qui se passe chez nous, au CAL. Et je pense que de ce côté-là, ça va être bien. Ça va être riche, je pense, de témoignages. Ça va être riche de témoignages. Et si vous me le permettez, ou si tu me le permets, Eddy, je voudrais insister, moi, sur peut-être deux points qui vont apparaître. La première, c'est de rappeler que finalement, lorsque la pandémie a démarré, une des premières décisions de tous les pays européens, et même des pays dans ce monde, ça a été de fermer les frontières et de confiner la population. C'est-à-dire de ne pas permettre la circulation du virus, mais en même temps de couper tous les liens sociaux et le maximum, du moins le maximum, et d'obliger à éviter tout contact humain. Et maintenant que la pandémie est un tout petit peu derrière nous, eh bien je crois qu'on doit prendre la mesure des ravages que cette coupure du lien social a créé. Alors, on s'aperçoit, on le savait, mais on s'aperçoit que tout ce qu'on a pu avoir comme lien de substitution, et on en a un ce soir, puisqu'on discute ensemble par visioconférence, mais que ce soit les Skype, que ce soit les visioconférences, que ce soit tout ce qu'on a pu faire au niveau de WhatsApp, des téléphones, etc., n'ont pas pu remplacer ce contact humain. Alors, ils ont permis que l'information circule, ils ont permis que la logistique puisse être organisée dans quantité de choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Et là, il y a deux choses que je voudrais dire. Le contact humain, c'est d'abord, évidemment, le lien affectif. C'est d'abord le toucher, c'est d'abord le respirer, c'est d'abord pouvoir effectivement se rapprocher les uns des autres. Mais c'est plus que ça aussi. Et c'est là que ça devient intéressant. On s'est aperçu à quel point le lien social était quelque part notre boussole, notre régulateur. Si quelqu'un me regarde, me déprécie, ne m'aime pas, je vois ma confiance en moi qui disparaît. Si quelqu'un m'aime, si j'ai un attachement avec lui,
Ben, je vais être bien plus forte pour surmonter des obstacles. Et ça, c'est une chose importante. Un peu comme si l'autre était notre mur d'entraînement. C'est-à-dire, bon, il réagit et je me contrôle. Et c'est cette interaction sociale qui est régulatrice des passions, des violences, des tensions. Le fait que instinctivement, nous nous régulons sur l'autre qui est échappé. Et elle est échappée parce que, à travers le lien virtuel, à travers Internet par exemple, il n'y a pas cette régulation-là. Il n'y a pas cette résistance. On n'est pas comme dans un mur d'entraînement qui nous répond et oh, pas plus loin, pas plus fort. Non, on est devant quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et c'est du virtuel. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de conséquences. On a pu tout faire à peu près sur Internet avec parfois un sentiment de surpuissance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a donné la porte ouverte à toutes les peurs, à toute l'imagination, à toutes les dérives. Et c'est le réceptacle des thèses complotistes. Tout est possible dans le virtuel, tout n'est pas possible dans la réalité. On ne peut pas annihiler l'espace, le temps, la réaction de l'autre, et on revient à la vie normale, et on revient à une certaine cohésion, un certain ordre, et on s'aperçoit aussi que le lien virtuel, et je termine là-dessus, n'est pas l'attention à l'autre, n'est pas ce que tout le monde appelle maintenant le care. Tout est care, prendre soin d'eux, n'est pas la solidarité. Et que sans ce care, sans cette solidarité, ben, la société tout entière se défait. Et je pense que ça sera les leçons à tirer et les leçons de la puissance de la solidarité pour créer un tissu social. Pour moi, ça m'a terriblement impressionné de voir à quel point le virtuel sur lequel on misait tout, eh bien, finalement, ne permet pas ce jeu-là. Donc, on est pour les liens sociaux. Et je voudrais vous dire aussi, et puis je termine là-dessus, que cette pandémie, on l'a dit, a créé. Non, elle n'a pas créé. Je me trompe là. Enfin, je vous trompe. Elle n'a pas créé des inégalités, elle les a renforcées. Et elle a mis en lumière les failles de nos démocraties. J'ai déjà appelé ça les angles morts, etc. Et on va voir apparaître des sous-groupes qui étaient des sous-groupes invisibles, mais qui se sont révélés impactés par cette pandémie et par cette absence justement de solidarité et de liens sociaux, bien plus que les autres. Et on verra ce soir les femmes, les détenus, les enfants, le monde de la culture qui a tant souffert, etc. On verra tout ça et on le verra par le terrain et par ce qui a été fait, malgré tout, pendant toute cette pandémie, par les associations et les structures du CAL et tous les bénévoles qui y travaillent et les autres aussi, on verra comment, pendant toute cette pandémie, nous avons tenté d'entrer en résistance contre le virtuel et de dire mais le terrain il continue, le contact il continue et quand la pandémie sera tout à fait partie, qu'elle sera loin de nous, je crois il ne faudra pas oublier que ces groupes-là restent des groupes fragiles et que la solidarité doit être maintenue. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'ai sans doute été trop long, comme d'habitude. Maintenant, on commencera à en avoir l'habitude. Et je ne parlerai plus de toute la soirée. Donc voilà, je laisse la place aux autres. Et je me réjouis déjà de les écouter avec vous. Merci Véronique de Keyser pour cette introduction. Effectivement, on va en quelque sorte reprendre à travers des reportages du terrain et aussi des analyses 5 thèmes principaux, hein, je les brosse rapidement. C'est toute la problématique évidemment des seniors à travers ces maisons de retraite, ces maisons de repos et de soins qui ont été particulièrement impactées très très vite. On va reparler de jeunesse et d'école bien sûr, de théâtre, action et donc de culture impactée, les femmes et l'IVG, vous verrez, c'est vraiment un sujet étonnant, hein, impacté en direct par cette pandémie. Et puis, on l'a dit, Véronique de Keyser le disait, la prison, les détenus, pourtant pointés comme groupe important et groupe cible et qui n'a pas été forcément pris en considération, sauf peut-être dans tous ces cas par une série d'actions laïques. On va en parler ce soir avec de témoins, de analystes en quelque sorte de l'affaire.
avec André Poquet, hein, qui est avec nous, vice-président du Centre d'Action Laïque. Elle préside également le service laïque d'aide aux personnes. Et puis Véronique de Keyser qui va laisser sa place à Jean Leclerc, qui nous rejoint, philosophe. Voilà, philosophe. Il est un acteur, mais aussi un analyste attentif de tous ces terrains. André Poquet, en saluant Jean qui nous rejoint, je vais peut-être vous proposer, en guise d'introduction, ma foi peut-être de repartir d'ailleurs de ce qu'était notre toute première conférence consacrée quelque part ici à cette pandémie, avec Patrick Lagadec qui partait de gérer le chaos. C'est un petit peu ça que les équipes ont dû faire aussi. Tout à fait, gérer le chaos. Pratiquement, moi j'ai été même remontée un peu plus loin dans le temps, en période de première pandémie, lorsque le thermomètre protection sociale était sorti de Solidaris, et où ici on discutait et on essayait d'analyser les lignes forces. Et c'est tout à fait intéressant, étonnant de se retrouver ici pour parler évidemment des vulnérabilités, parce qu'au niveau de la façade, on se dit mais on est dans un pays de cocagne, on est avec une protection sociale efficace, reconnue par tous. Où serait le problème au fond? Et quand on détricote l'outil, on constate quand même que les gens, que la population perçoit bien les inéquités. Et on pourrait parler de sentir, mais ça dépasse le ressenti, c'est une réalité, parce qu'il y a vraiment des trous dans la raquette. La présidente le soulignait, bien sûr, on a vu des pans entiers de la société pendant cette pandémie qui se sont vus sensiblement fragilisés. Je ne vais que citer les jeunes, les femmes, les aidants proches, tous les métiers qu'on a considérés dits essentiels, pas essentiels, etc. C'est un énorme débat au niveau réflectif. Mais on se dit, en effet, que fait-on pour cette approche? Alors, puisque nous allons parler aujourd'hui de solidarité, j'aimerais quand même qu'on soit très clair, la solidarité, ce n'est pas la protection individuelle. Parce que si on peut être très content de voir que la population s'appuie sur la protection et elle se dit c'est génial, si on creuse un peu, elle n'est pas du tout à trouver qu'il faut protéger tout le monde. Je trouve, dit la population, il faut évidemment me protéger mes proches, eh ben c'est déjà pas mal. Donc, en tant que laïc, et on verra au cours des projections des capsules, l'objectif a été de mettre en lumière tous les oubliés. Pour dire, parce qu'en effet, qu'est-ce qui caractérise la solidarité et la différencie surtout de la protection individuelle, c'est que la solidarité fait société et doit créer du commun. Et c'est une manière, évidemment, d'éviter les replis. Donc ça, c'est vraiment important. Et je pense que le mouvement ici a pris cela toujours à bras-le-corps, c'est de voir comment penser le vivre ensemble, comment vivre avec l'autre. Donc, la solidarité, c'est le bras armé, bien sûr, de l'égalité et du concept de liberté, et cela dans le respect de la dignité. Et c'est pas si simple, parce que quand on se dit ben, les gens sont protégés, oui, mais attention, on ne peut pas faire d'amalgame entre protection et approche paternaliste. C'est un point tout à fait différent. Donc, on le retrouvera dans nos capsules. Comment donner une place, non pas à l'usager, comment transformer, je dirais même, l'usager en un partenaire réel des échanges et de l'élaboration des projets, des stratégies, etc. Et de glisser, évidemment, vers une réelle démocratie participative. Alors, Véronique de Keyser le soulignait, cette crise nous a confrontés à la peur. En une fois, nous avons tous réalisé que nous risquions de mourir, qu'en plus nos proches mourraient dans des conditions absolument abominables
et on y reviendra. Et la peur est toujours très très mauvaise conseillère, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? En une fois, on a écouté les consignes et on a bien compris très vite que les consignes risquaient évidemment de nous faire glisser vers une gouvernance autoritaire et qu'un des buts, je pense, et quand on discute avec les équipes dans nos différentes régionales, quel est le créneau qu'on entend? Comment redonner de la confiance? Comment passer de cette peur à la confiance? Comment s'appuyer sur cette confiance pour avoir évidemment un réel cercle vertueux, ce qu'on appelle un cercle vertueux qui va pouvoir s'instaurer. Alors bien sûr, la santé, on pourrait se dire, c'est les soins, et Dieu sait si on n'avait pas un JT qu'on ouvrait où on ne se retrouvait pas en soins intensifs. La santé est évidemment beaucoup plus large. La santé doit se vivre évidemment au niveau des différentes approches, au niveau de tous les déterminants de santé. Et il est beaucoup plus. Et quand on parle au départ de la santé circulaire, c'est en fait ça. On se dit, le cal, de quoi il cause? Mais au fond, quand on pense le logement, le vivre ensemble, l'habiter ensemble, au fond, est-ce que c'est une politique qui est pourvoyeuse de santé au sens psychosocial et médical? Ou au contraire, est-elle handicapante? Idem, si on porte le regard sur une politique économique, une politique sociale, quelle qu'elle soit. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Et on réalise qu'il faut vraiment reconstituer le puzzle parce que la crise a clivé la société de manière tout à fait dramatique. Les vieux, les jeunes, les femmes remises dans leur chaumière, le travail de l'ombre, etc. Et à ce niveau-là, vraiment, le CAL, quelles que soient les associations constitutives, ont réalisé que bien sûr, ils ont fait plein de boulot extraordinaire bien avant le confinement, ils n'ont pas attendu le confinement, mais en une fois, on a dû se repenser. Et pour reprendre ta première question et le chaos, je voudrais quand même qu'en effet, comme il nous était rappelé, ce chaos va nous permettre d'être créatifs et de ne pas, j'espère, revenir à la case départ, ce qui est toujours le risque quand on est vraiment content. Maintenant, on peut se retrouver autour d'un pot sur une terrasse. Oui, mais, comme je disais encore dans la semaine, vous savez, les amis, il y a plein de gens qui ne sont pas sur les terrasses, qui ne sont pas dans les avions, qui sont toujours dans la rigole, et ça ne fait que commencer. Donc, on a encore beaucoup de boulot à faire. Je pense que j'ai dit jusqu'à présent, comme ça, les pistes. Et on va pouvoir d'ailleurs revenir au fur et à mesure des séquences. Jean, en t'invitant à prendre le micro, voilà, il y a un autre micro armé. Peut-être cette question, quand même, avant de se lancer dans les séquences de terrain. On voit bien ici, on l'a déjà dit, la solidarité, ce n'est pas le nombril, c'est d'abord penser l'ensemble, le plus grand que soi. C'était donc penser aussi l'universel, l'universalisme. Or, on voit bien quand même aussi, on ne peut pas le nier, ces derniers jours, ces dernières semaines, plus que jamais, on voit repoindre plutôt les droits particuliers, les droits des minorités, les droits du nombril. On dit les droits universels, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Le monde d'après, ce serait plutôt celui-là, parce qu'alors on n'a pas tout à fait gagné en échange. C'est vrai, et je suis heureux de ce que dit André, parce qu'en définitive, on pourrait se dire au fond, pourquoi témoignage laïque? D'abord, pourquoi devrions-nous témoigner? Et y aurait-il une spécificité à la laïcité, et donc singulièrement au mouvement, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera sur le terrain, et à la spécificité d'une action laïque? Eh bien, précisément parce que, vous savez, je suis très attaché à toujours remonter aux racines grecques du mot laïcité, cette fameuse idée que c'est un laos, et qu'il s'agit donc bien de faire peuple. Et ici, dans la spécificité de la pandémie, il est vrai que la pandémie nous a rappelé presque originairement que nous étions un peuple, et que nous étions un peuple d'humains, et que parce que, pourvu de cette réalité du vivant, nous étions des contagieux. Et des contagieux de différentes façons,
pouvant potentiellement mener à la mort, sachant que donc une poignée de main, un baiser, une étreinte, un contact, que sais-je encore, était potentiellement pourvoyeur de mort, ou en tout cas pourvoyeur de maladies graves. Et donc nous en sommes revenus à quelque chose de très originaire. Et paradoxalement, la pandémie aussi, dans la façon dont les traitements ont été faits, a laissé entrevoir un ensemble d'inégalités et un ensemble d'injustices. Or, justement, la définition quasiment essentielle de la laïcité et l'origine même d'une action laïque, c'est de toujours chercher à créer un espace, un cadre, où précisément on va pouvoir faire coexister des différences, car il y a des différences, mais on va pouvoir les faire coexister dans un cadre où l'égalité sera vraiment un principe d'action. Donc, inclure des différences dans un cadre, mais sous l'horizon de la nécessité d'une action où l'égalité, c'est à la fois notre boussole et puis notre baromètre. Et donc, il y a vraiment une réponse laïque à une pandémie, parce que dans le traitement des inégalités, on ne veut pas que les combattre. Bien sûr qu'on les combat, mais on veut aussi les corriger. Et je pense que tout ce que l'on va voir ce soir comme témoignage, ces femmes, ces hommes qui sont là, comme nous l'avons été, nous avons essayé chacun, et nous essayons chacun de l'être à notre manière, mais ces femmes et ces hommes qui ont été là sur des sujets de société extrêmement importants, ont travaillé avec ce principe laïcité et cette boussole de la volonté de corriger les inégalités. Faire solidarité, faire laïcité, faire peuple. Voilà, déjà quelques points engrangés sur cette dimension de la réponse ou du constat laïque et puis de l'action laïque. Et on va en parler précisément. Alors, on va commencer par ce qui nous a sans doute frappé dès les premières images de la pandémie. Rappelez-vous, on a commencé par voir en Italie des images dramatiques, des familles déchirées, des personnes seniors qui mouraient loin, et puis ça s'est rapproché à une vitesse incroyable de nous. On a vu ces MRS fermés, on a vu des fins de vie brisées, des familles incapables de devoir ou de pouvoir faire leur deuil. Et puis surtout aussi, on imagine la détresse de celles et ceux qui, n'ayant pas pu accompagner ou n'ayant pas pu être accompagnés, ont dû essayer de penser le deuil après. C'était, et on y reviendra, une des tâches rapidement mises sur le tapis pour le mouvement laïque, répondre à ce besoin que l'on a tous et toutes de faire son deuil. On se propose d'abord de retrouver en quelque sorte le témoignage de ce vécu. Cette période est aussi une période de deuil, de perte, de malades, de décès. Nous sommes ici, cet après-midi, pour rendre hommage à ces personnes disparues pendant cette période, que l'on a pu saluer, qu'on a pu dire au revoir. C'est important de pouvoir recueillir toutes ces émotions, de pouvoir se poser à un moment donné pour dire au revoir à ces personnes, parce qu'on n'a pas pu le faire pendant cette période de confinement. Et pour pouvoir commencer un deuil, c'est vraiment important de pouvoir l'exprimer en fait, à un moment donné. Ça a été des moments particuliers. On a eu quelques décès durant ce Covid. On a perdu plus de résidents que le rythme, on va dire, habituel sur une année. Et en même temps, ça a été des moments très difficiles, très stressants pour le personnel. Ils ont pris un peu un rôle que d'habitude on leur dit qu'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils ne peuvent pas être membres de la famille, ce sont des professionnels. Et là, ils ont dû faire ce rôle-là, jouer ce rôle. Et maintenant, revenir en arrière, c'est pas évident. Et puis, ils se sont vraiment investis par rapport aux personnes, les uns par rapport aux autres au niveau solidarité. Et retomber dans la vie dite normale d'avant, c'est presque impossible du jour au lendemain. C'est l'aboutissement d'une série de réunions, d'un groupe de travail qui était constitué ici au sein de la maison de repos, où chaque membre a pu s'exprimer. Donc, comme il le dit, il a évoqué dans la cérémonie, c'est vraiment un recueil des impressions des uns et des autres, tant les cuisiniers, les aides-soignantes, tout le monde était vraiment partie prenante pour ce groupe de travail, pour réaliser cette cérémonie. Je pense que c'est complètement thérapeutique, que ce soit pour les résidents, que ce soit pour les membres du personnel. Je pense que c'était important de symboliser qu'il nous est arrivé quelque chose de particulier, de grave,
et que ici finalement ça fait quelques semaines qu'on a repris notre rythme de travail habituel, on a repris nos horaires classiques. Et finalement, c'était important de ne pas se dire on est passé à autre chose sans marquer le coup. On a une dame qui habite ici à la maison de repos, qui a perdu son mari au tout début de la période du Covid. Elle n'a pas eu de funérailles comme elle le souhaitait. Elle avait peur de sortir aux funérailles et je pense qu'aujourd'hui, pour elle, c'était vraiment très important. Mais comme je le disais dans mon discours, ça a été aussi vecteur de beaucoup de solidarité au sein des équipes. On a abandonné nos missions pendant quelques semaines pour travailler au plus près des résidents, pour retrouver un petit peu finalement d'humanité qui a été vraiment très très mise à mal par nos équipements, par l'isolement. Donc il y a vraiment eu un nouvel échange, un nouvel élan de solidarité et d'amitié entre certains membres du personnel et ça va rester par la suite. Et je pense que cette solidarité vécue va pouvoir se développer et s'instaurer d'une manière différente de ce qu'on vivait avant aussi. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre dans la tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Oui, vivre sans la tendresse, il n'en est pas question, et pourtant il en a été fortement question, André. C'est vrai que dans ce secteur-là en particulier, il a fallu, par exemple, créer, imaginer très vite des cérémonies laïques. On en connaît de départ, mais il a fallu les adapter pour toutes et tous. En effet, je trouve que c'est vraiment une pépite d'un projet qui a abouti. Et qui a abouti, c'est intéressant de voir quel a été l'enclencheur. Au fond, c'est le CPAS lui-même qui est venu nous trouver en disant « mais on est devant une situation, une impasse incroyable et nous voudrions faire quelque chose ». Et pourquoi ils sont venus chez nous, laïcs? Eh bien parce que nous étions les seuls à pouvoir penser une cérémonie où on allait mettre tout le monde autour, le peuple, qu'il soit catholique, non-croyant, protestant, musulmans, et ensemble mettre des mots sur ce qui est occupé de se passer, sur ce qui est occupé de se vivre. Et donc, en effet, la psychologue dans cette maison de repos le soulignait bien, ils ont vécu un moment extraordinaire au sens littéral. Bien sûr, il n'est pas pensable de dire « bon, mais maintenant, on sort du confinement ». Il fallait faire quelque chose et ils l'ont fait. Mais on réalise bien que cette approche qui me paraît vraiment intéressante, riche d'expérience, doit être dupliquée. Plein de personnes sont restées à avoir perdu des proches, des amis, des femmes, etc., seules dans leur coin, sans aucun cérémonial, sans aucun travail de deuil. Ça n'existe dans aucune culture. Donc, il y a vraiment du boulot à faire pour que les gens puissent enfin faire leur deuil et qu'on les accompagne en tant que laïcs, en tant que conseillers permanents au sein des structures. Jean Leclerc, on a très vite été et on est encore interpellé, je trouve, quand on regarde ce type de séquence, par au moins deux choses. C'était brutal, André Poquet le rappelait d'emblée, Véronique de Keyser également, la rupture du lien, vivre, bien sûr on a trouvé des répliques, mais vivre au maximum par tablette interposée, parfois par un téléphone portable, par bien sûr des formes de solidarité, mais qui ne font pas deuil. Bien sûr, parce que, vous savez, personnellement, j'ai vécu ça. Et donc ce mercredi où on m'a annoncé, alors que je donnais encore cours dans ma propre université, on m'a annoncé que la porte de la maison de repos s'était fermée devant la visite que l'on rendait à ma mère. C'est brutal d'entendre quelque chose comme cela. Et d'un autre côté, à ce moment-là, c'était sans doute aussi une nécessité de protéger un ensemble de personnes qui étaient rendues extrêmement vulnérables par le fait de se trouver
dans une maison de repos et de soins, et souvent aussi d'être dans les grands âges de la vie. Mais il y a eu vraiment quelque chose d'extrêmement brutal, de dur à vivre, et avec aussi ceci de très particulier, c'est que cette fameuse tendresse, elle est partout dans une maison de repos, et elle est même là où les personnes ne sont pas toujours dans des situations de possession de leur propre rationalité. La fameuse question des cantous et des personnes qui étaient très difficiles à soigner et à faire rentrer dans des relations interpersonnelles. Donc il a fallu composer avec tout ça, il a fallu composer aussi avec un soin où, ne l'oublions pas, ce n'était pas la traditionnelle épidémie de gastro-entérite ou la traditionnelle et annuelle épidémie de grippe dans une maison de repos. C'était des choses qui étaient connues. C'était totalement autre chose. C'était la nouveauté d'un virus avec des traitements qui étaient encore mal connus à l'époque et puis cette vaccination qui n'était pas encore là. Donc il a fallu composer avec ces réalités-là. Et je pense que, parce que nous ne devons pas non plus entrer dans un processus de lamentation, nous devons voir ce que nous pourrons encore faire pour demain, je pense que vraiment la maison de repos, c'est un lieu essentiel, parce que c'est là où est vraiment apparu quelque chose de l'ordre d'une rupture de l'intergénérationnel, et ça va être un lieu d'extrême attention pour reconstruire du lien social dans une communauté, parce que c'est vraiment une communauté. On sait que quand on entre dans une maison de repos, en général, on va en ressortir les pieds par devant, et que donc c'est un moment dur de l'existence. Mais cette communauté-là, elle a vraiment été très blessée. Je crois qu'elle aura besoin de beaucoup de soins. Ça soulignera aussi immanquablement qu'il faut d'urgence aussi, de manière générale, quelles que soient les convictions, il faut effectivement repenser la manière solidaire de ne peut-être pas aussi, le mot est lourd, mais se débarrasser de ces aînés en les parquant en quelque sorte, parce qu'il y a celles et ceux qui n'ont pas pu, mais il y a celles et ceux qui, même André Poquier en temps ordinaire, ne font pas l'effort d'aller les voir. Tout à fait, tout à fait. Pour être complète, je pense quand même, j'espère qu'au lendemain de cette pandémie, il y a évidemment une place à prendre au niveau des MRS, repenser les choses, mais j'espère qu'on va devenir plus créatif. En effet, comment dans une société, on va pouvoir permettre le maintien d'une personne fragile, qu'elle soit âgée, malade, handicapée, etc. Et plutôt que dans le carcan. Et un des points, ça m'avait frappé au niveau de la vidéo, bien sûr, on a demandé aux équipes de se substituer. Mais vous imaginez en coulisses ce que ça représente. Moi, je suis la fille, on ne me laisse pas rentrer et je dois, sans être jalouse, à quel titre je vais accepter que je sois remplacée. Il y a des logiques qui n'ont jamais été comprises. Plus personne n'était à sa place, à sa juste place. Il y aura encore un mot, Jean Leclerc, qu'il faut quand même que l'on souligne déjà ici, c'est que lors de la première phase de la pandémie, du premier confinement, on était massivement, toutes et tous, en fait, unis dans les applaudissements. Il y avait ce réflexe, qui n'était pas si naturel que ça, mais de se mettre au pas de la porte, d'applaudir. Certains et certains, chez nous ou ailleurs, faisaient même des petits concerts sur les balcons et autres. Et surtout, pour féliciter tout au sens large, ce personnel soignant, ce personnel aidant, ces premières lignes. On s'était promis que le monde d'après serait plus reconnaissant et plus attentif aussi au statut, à la réalité. On disait ce sont nos héros. Au deuxième confinement, les héros étaient déjà repassés dans l'ombre. Tout à fait, moins. Et parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, c'était la psychologie sociale pourrait dire beaucoup de choses sur ce point-là. C'était un moment de sidération, un moment de traumatisme très profond, et il y a eu une forme de réactivité émotionnelle qui est d'ailleurs partie dans tous les sens. Je nous rappelle qu'on nous conseillait de lire La Peste de Camus, alors que c'était peut-être pas le texte le plus approprié. Il aurait peut-être mieux fallu lire du Giono et le Hussard sur les toits. On nous disait qu'il fallait recomposer notre petit univers intérieur, que c'était le moment de lire, de retrouver le plate, le cocooning. Mais enfin, c'était quand même une vision extrêmement bourgeoise de la chose. Et puis, nous sommes rentrés dans la longueur du temps, le temps qui ne passe pas. Et puis, nous sommes rentrés dans la première, la deuxième, la troisième, etc. Et nous avons donc été vraiment confrontés à la dureté
de cette pandémie et de ce qu'elle a laissé entrevoir dans la société. Et il est vrai que ceux dont on nous a dit qu'ils étaient visibilisés, les caissières, les gens qui s'occupaient de la propreté, les premières lignes dans les hôpitaux, etc., tous les gens qui travaillaient dans les transports publics, ceux-là ont été relativement vite oubliés. Il est donc clair que l'action politique et sociale de demain, elle ne devra pas oublier de les prioriser dans la façon dont on va à la fois assurer leur formation, mais aussi leur carrière. Oui, c'est une façon ce soir, André Poquet, on le redira encore souvent, de dire merci à toutes les premières lignes laïques ou d'autres, mais aussi donc de conserver dans l'action laïque, j'imagine, l'obligation de rappeler si d'aventure d'aucuns oubliés. Oui, c'est un point auquel j'attache vraiment beaucoup d'importance lorsque je travaille avec des permanents ou des bénévoles, etc. On a des créneaux, des travaux, des stratégies qu'on met en place, mais on ne fait pas ça seul. Ça n'a de sens que si on arrive à s'intégrer dans le maillage d'aide qui se trouve essentiellement en première ligne. Que ce soit les maisons médicales, les centres de planning, que ce soit les coordinations de soins, pourquoi pas les activités paroissiales, etc. Où peut-on se retrouver dans le commun? On va passer encore à une autre dimension de ce que cette crise a mis en lumière, évidemment, et ça concerne un secteur ô combien essentiel, évidemment aussi de l'action laïque et de la réflexion laïque. Ça touche évidemment à l'enseignement, à la jeunesse, l'école, pour le moins perturbée. Si les MRS ont été parmi les premières à fermer, les écoles ont forcément suivi à un moment donné, parfois dans le chaos. On se propose de retrouver là aussi des initiatives, des constats et des initiatives, et on revient en commentaire ensuite. Alors, on a réouvert la fabrique de soie tout de suite après le premier confinement, donc on a réouvert mi-mai. Mais effectivement, il y avait des mesures sanitaires quand même très strictes et on a dû réduire le nombre d'enfants qu'on accueillait chaque jour. Chanteur, chanteuse. Bien. Tu peux le faire en paquet. Coiffeur, coiffeuse. Coiffeur, coiffeuse. C'est trop fort. Ça à l'école. Et la deuxième chose qui a fort changé, en plus de la réorganisation de l'espace, c'est de se dire, en équipe, bon, ils ont été pendant 2 mois confinés, presque cloîtrés, enfin bon, voilà. On ne va pas pouvoir faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire du soutien scolaire parfois intensif, parfois axé sur la remédiation de ce qu'ils ne comprennent pas en classe. Il faut qu'on recrée, le lien avec eux, le lien entre eux, le lien peut-être avec la vie, le monde extérieur, et 2, le lien aux apprentissages. Parfait. Quand vous pensez que vous êtes bon, je vérifie que vous avez bien recopié. Et après, vous allez là et vous allez vous interroger les uns les autres. Pour moi, c'est leur donner l'envie d'apprendre, qui est très très important, et de maintenir cette envie d'apprendre. Et c'est ce que nous, en tout cas, au début, on a essayé de faire, c'est de remettre le pied à l'étrier, à l'étrier des apprentissages, en fait, de redonner l'envie d'apprendre, de découvrir. Et donc, on est parti aussi de leur envie. Et alors, le fait de revenir ici, de revoir les autres, ouais, moi j'en ai encore la chair de poule, et on avait la chair de poule en les entendant, en les voyant, et tout ça, c'était des moments terriblement forts. J'aime bien retirer du positif de chaque crise. Je vais dire ici, le positif que je peux en retirer, c'est que pour certains, comme pour nous, le bond en informatique a été fantastique, quoi. Voilà. Il y a une approche différente qui a été faite. Par contre, au niveau contact, au niveau scolaire, pour un tiers des élèves, je vais dire, ça a été une catastrophe. Enfin, moi, je pense que c'est un tiers des élèves qu'on a récupérés sont, voilà, limite décrochage. Je trouve que les inégalités se sont creusées beaucoup plus pendant ce confinement. On a des très bons,
on a de très mauvais, mais des élèves moyens, il n'y en a plus beaucoup. C'est ça qui, voilà, on essaie de tirer pour qu'on retrouve des classes normales, je vais dire. Là, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Pour moi, le plus évident, c'est que quand l'élève n'est pas à l'école, donc quand il est en enseignement à distance, il est renvoyé à ses conditions de vie dans son domicile et renvoyé à ce que sa famille peut lui apporter pour les apprentissages. Et là, c'est un des plus gros marqueurs d'inégalité, c'est-à-dire que les élèves sont de plus en plus renvoyés aux ressources privées que les parents peuvent ajouter à ce que l'école apporte. Et je pense qu'un des publics auxquels il va falloir faire attention, c'est l'ensemble du public scolaire, mais les ados, moi, ça m'inquiète aussi très très fort, parce que bon, ils sont masqués, ils sont distanciels, présentiels, voilà, en alternance tout le temps, mais logiquement, un ado, dans cette période difficile de l'adolescence, il se construit, comment dire, à l'extérieur de la famille, beaucoup. De plus en plus, il sort, il est avec ses copains, il décide de voir qui il veut, etc., etc. Et donc, tout ce lien des adolescents avec le monde extérieur, avec les copains à l'extérieur, avec les activités à l'extérieur, etc., il est complètement mis entre parenthèses. Et donc, ça, c'est assez inquiétant, en fait. Il faut évidemment que l'on souligne aussi, André Poquet, ce qui n'a pas pu être évoqué, par exemple, dans une séquence comme celle-ci ou en filigrane. Je pense au mot santé mentale. Pour les jeunes, santé mentale, ça va rester un des vrais défis qu'il va falloir gérer maintenant aussi. Tout à fait. C'est évidemment un problème. On commence à voir les problèmes, les attentes, les demandes. Je voulais quand même rappeler, par rapport à la capsule qu'on venait de voir, les risques très très importants de décrochage, on en est tous conscients. Quand on voit 40%, 50% risque de décrochage, mais qu'est-ce qui est interpellant aussi, c'est de voir quels sont ces 40-50%. Ce n'est pas un groupe homogène. Nous sommes avec des gosses en grande difficulté, comme ça a été dit d'ailleurs, où la famille n'est pas relais, où le privé n'est pas là, où en effet on s'est retrouvé avec des gosses qui devaient suivre des cours sur un petit iPhone, de rien du tout s'ils en avaient un. Bon, ils avaient toutes les bonnes raisons de décrocher et de se déprimer dans la cuisine où ils étaient confinés, bien sûr. Alors, il y a les bons et les mauvais élèves, comme on dit dans la capsule. Ben, ça demanderait toute une étude. C'est quoi un bon et c'est quoi un mauvais élève qui s'adapte au fond au protocole pédagogique imposé, où les profs se sont retrouvés aussi coincés que les étudiants. Parfois, une fois du jour au lendemain, ils devaient donner cours par vidéo interposée. C'était vraiment pas du gâteau pour eux aussi. Donc il y a eu une distanciation, le lien, l'empathie, tous ces créneaux ont disparu du projet pédagogique. Et on a vraiment des enfants, des jeunes bien sûr, mais nous sommes ici sur un site universitaire, donc une population dite privilégiée quand même, ne fût-ce qu'au niveau de la compréhension, de l'approche intellectuelle, etc. Ben, nous le savons, c'est une catastrophe au niveau psychologique, au niveau économique. Quand on en est à devoir donner des colis alimentaires, bon quand même, s'il y a quand même une approche d'assistance classique, c'est bien ça, donner des colis alimentaires.
j'espère quand même qu'au niveau structurel, on va dépasser cette situation. Quand on se retrouve avec, on va parler de la santé des femmes en plein site universitaire avec une prostitution qui devient ingérable parce que les jeunes ne savent plus comment faire, assurer leur fin de mois, remplir leur frigo, parce que aller chez maman c'est très joli, aller chez papa c'est très joli quand il y a une situation stable. Mais la crise a touché les parents également, sauf chez les privilégiés évidemment. Et bon, pour reprendre ma première intervention, on est avec un clivage qu'il va falloir vraiment prendre à bras le corps et de manière structurelle. Jean Leclerc, vous l'avez rappelé, hein, vous êtes enseignant, donc forcément vous avez approché ces réalités. Est-ce qu'on va avoir de manière forte une génération Covid? On a je dirais beaucoup parlé, mais est-ce qu'on a vraiment beaucoup fait en se rappelant que certaines et certains sortaient de réto quand le Covid s'était installé, qu'ils sont rentrés dans un cycle d'études complémentaires, haute école, formation professionnelle ou qualifiante ou université, en ne pouvant pas pratiquer ni les rites d'intégration parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas de présence. Ils n'ont donc pas de réseau. Ils se sont très vite sentis désemparés. Cette génération-là, comment on va faire? Comment est-ce qu'un laïc doit faire pour s'intéresser à cette génération-là? Il faudra... il faut déjà l'aborder avec, je pense, beaucoup de générosité. Et je vais lâcher le mot avec beaucoup de cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsque l'on quitte l'enseignement obligatoire et que l'on va vers un enseignement supérieur, c'est un moment de basculement et qu'il n'y a pas que les structures d'apprentissage et de savoir, il y a aussi tout ce qui se passe sur un campus universitaire, dans une haute école, que sais-je encore. Et là, il va vraiment y avoir quelque chose à faire et surtout, il me semble qu'il va falloir déconstruire cette idée fondamentale qui consisterait à dire que nous les avons perdus, qu'ils n'ont pas reçu ceci et qu'ils n'ont pas reçu cela et que nous allons devoir avoir en deuxième année universitaire un public qui a été mal formé. Je crois que si on continue dans cet esprit-là, cet esprit de négativité, de pessimisme, on ne s'en sortira pas. Donc il faut accepter que, oui, effectivement, cette pandémie a duré de longs mois, et que chacun a été frappé par la pandémie et que dans la reconstruction, il faudra trouver quelque chose de l'ordre de la solidarité. Mais ce qui est fort intéressant aussi dans la façon dont les capsules sont présentées, c'est que je pense que c'est très symbolique de mettre la question de l'éducation et de l'enseignement obligatoire après la maison de repos. Parce que s'il y a bien quelque chose que nous devons reconnecter, c'est l'intergénérationnel. Et il est aussi frappant de voir que là, puisque nous étions dans des situations où nous ne pouvions pas nous voir et nous approcher les uns des autres, on a dû passer à ce monde virtuel, au monde de la visioconférence. Sauf que dans les maisons de repos, on s'est confronté avec une génération dont l'affectivité n'a pas été éduquée pour passer par là. Donc c'était très bien de dire au début, on va vous faire des Skype, on va vous faire des WhatsApp visuels, mais quand vous avez aujourd'hui, en 2021, 80, 85, 90, parfois plus, votre affectivité, elle s'est construite sur du réel, sur du tangible, et donc là aussi, il y a eu quelque chose qui devait être fait sur le plan éducatif, et sans doute que la maison de repos de demain, elle devra être numérique, intelligemment numérique, affectivement numérique, et l'école, par contre, elle devra aussi être numérique affectivement, mais avec cette nécessité de repasser par les contacts. Et je trouve que le reportage est intéressant parce qu'on voit vraiment par la négative l'importance de l'enceinte scolaire, c'est-à-dire l'importance des lieux, l'importance des bâtiments, l'importance de la classe, l'importance du maître, l'importance des élèves. Et je crois que dans le côté chaotique de la chose, si nous avons la force de faire ressortir ces fondamentaux qui ont été très très mal menés, mais qui sont des fondamentaux essentiels pour construire l'école de demain, là nous aurons vraiment relevé un immense défi. Il ne faudra donc pas oublier là non plus qu'il ne faut pas voir forcément dans tous ces nouveaux outils une opportunité pour balayer ce qui pouvait être de l'ordre de la présence, de l'affectif, du relationnel, parce qu'on entend déjà dans certains mondes professionnels ou mondes académiques l'envie de pérenniser l'outil qui a ainsi été découvert. Hein. C'est un des risques. C'est un des risques immenses, c'est-à-dire de tomber dans des formes de radicalisme de la chose,
de se dire que tout est mauvais dans ce domaine du virtuel. Ce n'est pas vrai. L'hybridation, par exemple, a permis de faire des choses tout à fait remarquables. Elle a permis d'aller vers plus de globalisation et plus d'universalisme des savoirs. Mais on sait aussi qu'il faut trouver cet équilibre avec la présence des corps et des esprits. Il faut que l'on revienne aussi sur un autre secteur encore, André Poquet et Jean Leclerc, parce que celui-là, plus que jamais, je dirais que le message qui l'a entouré a été choquant à bien des égards. Parce que si dans un premier temps, pour le personnel soignant, on l'a souligné, rappelé l'importance de ces héros, si évidemment dans le monde éducatif, dans le monde de l'enseignement, on a aussi souligné les efforts qui étaient consentis par les uns et les autres, on a à un moment donné décrété, les pouvoirs publics ont décrété que certains secteurs n'étaient pas essentiels. Et ça, c'est un message d'une violence rare, notamment quand ça touche à la culture. La culture qui est aussi un des outils, on va le voir, d'apprentissage, bien sûr, de développement de soi, d'une fabrique de soi, en quelque sorte, pour reprendre l'expression qui est chère au monde laïque. Je propose de découvrir à travers ce que le Théâtre Action a pu mener comme solution, une approche laïque. Visite domiciliaire. Bonjour. Vous êtes bien Madame Olga Sanfric? Oui. Toujours alimentée par votre revenu d'intégration sociale? Oui. Bien. Il était trop de fois, tout à fait. Trop de fois de trop de précarité, de trop de contrôle, de trop de mesures d'austérité, en fait. Et donc, trop de tout ça et trop de demandes de mériter, en fait, une allocation sociale. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dans une période que l'on vit, et malheureusement, j'espère pas, mais malheureusement, je pense que ça va s'aggraver dans les années qui viennent, après Covid et même pendant Covid, c'est que tout compte fait, on va devoir mériter d'avoir un petit quelque chose. Qu'avons-nous là? C'est un café bio et de marque en plus. J'essaye de soutenir les petits producteurs, même si j'ai pas d'argent. C'est cela, oui. Et là, c'est un emballage de biscuits les plus chers du marché. On me les a donnés à la banque alimentaire. À la banque alimentaire. Ils disent tout cela. Mentir ne vous sert à rien. La vérité finit toujours par éclater. Je ne mens pas. Nous verrons cela. C'est parti d'un témoignage d'une personne qui expliquait qu'il vivait dans sa voiture, alors que pourtant, si je me souviens bien, cette personne avait un travail. Donc c'est le phénomène vraiment des travailleurs pauvres qui est de plus en plus fréquent à l'heure actuelle, malheureusement. Les gens, quand ils voient les spectacles, ils se reconnaissent dedans parce que c'est leurs paroles, c'est eux qui l'ont écrite quelque part. On peut vendre la voiture? Et ton scooter? Oh mais non, c'est un cadeau de papa. Tant pis. Et plus de GSM. Bon plus jamais de resto. Même le McDo? Non. Et fini l'abonnement de la piscine. D'abord, ce qui est essentiel, que ce soit par le prisme du théâtre ou d'autres médias culturels, c'est de redonner un pouvoir d'agir aux gens et surtout aux personnes les plus vulnérables, les plus abîmées. Et donc, comme on travaille régulièrement avec ce public, il est pour nous fondamental de travailler sur les droits fondamentaux. Droits fondamentaux, on les connaît tous, hein, c'est le droit à l'éducation, à l'alimentation, à la santé. Alors évidemment, quand on évoque la santé pour le moment, on peut évidemment faire référence aux gradients sociaux et alors aux déterminants sociaux de la santé. Et on voit là qu'il y a des inégalités criantes. Mais dans ces droits fondamentaux, pour nous, il est vraiment essentiel de travailler sur la libération de l'expression culturelle des personnes. Et c'est vraiment un travail d'émergence que l'on fait avec les publics qui viennent chez nous. Travailler cette parole, ça fait aussi questionner les principes fondamentaux qui régissent notre société. Et donc, ces personnes questionnent, interpellent, critiquent quelquefois les institutions ou les services qui les accompagnent. Ce qui m'a frappé, c'est la similitude entre tous ces témoignages. C'est les ressemblances qu'il y a partout, la détresse des gens qui est très très fort marquée, qui s'exprime parfois avec les mêmes mots. Et la souffrance, les non-dits des gens, la pudeur des gens aussi qui est
qui était très très touchante parce que on lit des choses qui ne disaient presque à personne. Et du coup, on rentre un peu dans leur intimité et ça, c'était très 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 touchant. J'ai cette sensation qu'on est de plus en plus dans une société où il faut en dire le moins possible. Et là, justement, ce projet a permis à toutes ces personnes d'oser dire et elles l'ont fait très très bien. Et donc, c'est vraiment tout ce ressenti qu'ils ont mis comme ça, là, vraiment sur le papier, ça m'a assez touchée, oui. Et je suis retournée vivre chez ma mère à 36 ans, avec les gosses. Alors, il faut savoir que nous, avec notre abri de jour et notre abri de nuit, nous avons des personnes migrantes, des personnes sans papier, mais aussi des personnes sans domicile fixe qui sont établies depuis toujours en Belgique. Et donc, autour de ces droits fondamentaux résonnent évidemment ces droits culturels qui permettent en fait de questionner le monde, de se projeter dans celui-ci, mais aussi de manière singulière, comme je disais tantôt, ébranler nos certitudes, ébranler nos convictions. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment de se dire, avec elle, on chemine, on construit et on bouge un peu les lignes pour permettre justement que l'expression culturelle de ces personnes soit garantie et soit vraiment valorisée et légitimée. Un voisin est allé raconter que je vivais tout le temps chez Pierre. Alors j'ai été considérée comme une tricheuse. J'avais tout perdu, j'avais plus rien. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Habiter carrément chez Pierre. Mais c'était pas mon projet. Moi, je voulais une maison pour moi et mes gosses. Oui, pour un secteur que l'on a très vite qualifié de non essentiel, Jean Leclerc, au minimum, ce qu'on vient d'entendre révèle le paradoxe de ce qui a été dit, parce que oser dire, faire en sorte que les gens puissent dire, c'était bien ça le projet, écrire, faire sortir, après tout, les peurs, les angoisses, les colères, parce qu'il y a quand même eu, on n'a pas encore prononcé le mot, mais il y a eu une énorme colère dans cette sidération. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une des dimensions gravissimes dans le traitement politique de la crise. C'est cette idée d'avoir associé monde de la culture et inessentiel. Or, en réalité, on est vraiment au cœur du vital, là. Alors, déjà, on le voit dans le monde artistique ou dans le monde culturel. Par définition, dans la construction d'une société, ce sont des gens qui apportent quelque chose et qui ont vraiment une singularité particulière et qui font des choix, qui sont des choix très difficiles et des choix de vie extrêmement complexes parfois. Or, eux ont été extrêmement appauvris par la crise. Enfin, on a tous entendu des témoignages d'artistes, de comédiens qui ont été réduits à très peu de choses et qui parfois devaient aller quémander de la nourriture dans des banques alimentaires. Il y a vraiment eu, et il y a encore, de très très grandes détresses. Mais alors, c'est très paradoxal d'avoir dissocié le monde de l'éducation et du monde de la culture, et de ne pas avoir apporté un effort sur le monde de la culture et de l'avoir en définitive délaissé. Et je crois aussi qu'un des drames du traitement du monde de la culture, c'est qu'il me semble qu'il a été plutôt lu, compris, comme étant une activité plutôt de type bourgeoise, qui n'était pas véritablement nécessaire et dont on pouvait se passer. Or, quand on voit ça, quand on accède à la vérité même de la culture, c'est-à-dire non seulement la liberté d'expression, mais aussi le pouvoir de se dire soi-même, de se montrer soi-même, de se réciter, de se chanter, de devenir poème, texte, etc., tout ça a été annihilé à la racine. Et je crois que si l'on avait mieux géré la chose sur le plan des contacts interpersonnels, n'oublions quand même pas aussi qu'au début, on nous a demandé de rester chez nous. Et ça, je pense que c'est d'une extrême gravité. On a aussi donné des injonctions au monde médical. N'allez pas voir votre médecin. Bon. Et puis, on a donné des injonctions sur les rapports interpersonnels. On a inventé ce fameux concept de la distanciation sociale, qui est quand même un concept assez terrible, parce que par le concept, on détruisait le lien. Oui, on aurait pu dire distanciation physique. Exactement. Or, détruire le lien, c'était détruire, par définition, la possibilité de sortir de la crise, parce que nous n'en ressortirons que par du lien. Donc, le traitement de la culture me semble vraiment être presque programmatique d'un des déraillements que nous avons connus
dans cette gestion politique de l'épidémie, et sans doute un avertissement alors pour le monde de demain, comme on le dit. Ah oui, ce fameux monde de demain dont on ne sait d'ailleurs pas s'il sera beaucoup du monde d'avant ou s'il aura peut-être même le pire ou le meilleur. Il faudra y travailler. La laïcité, les laïcs ne peuvent pas se permettre, ou ne peuvent probablement pas permettre que l'on dise qu'il y a des choses non essentielles, André Poquet. Je pense que le fait d'avoir voulu ranger en essentiel, non essentiel est une catastrophe. Et lorsque j'ai vu, mais le je, nous sommes nombreux à partager cet avis, lorsque nous avons vu que la culture était non essentielle, on s'est dit, dans une démocratie, où allons-nous? C'est vraiment une logique de pays autoritaire. Et nous sommes dans une période autoritaire. Il faut en être conscient. Donc bien sûr, on va tout de suite vous dire, oui, mais quand même, tout n'est pas fermé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait aller à la librairie, acheter des bouquins. Et encore, pas tout le temps. Pas tout, et pas chez tous. Ce qu'on pouvait faire, on pouvait aller au musée. Mais éduquer à rentrer dans un musée, aller avec des gosses au musée, l'instituteur ne pouvait pas. Donc, mettre la culture à disposition était impossible. Donc, on peut redire ce qu'on disait aux 2 capsules précédentes, on a à nouveau clivé de manière dramatique. Maintenant, je voudrais quand même avoir un mot pour ces travailleurs du culturel. Moi, j'ai été époustouflée de leur énergie, de leur résilience, de leur créativité. Parce qu'en fait, ils étaient tous dans la rigole et qui allaient écouter les paumés qui font écho à ce qu'on a dit tantôt. Oui, on a une protection sociale, mais si on la cloue. Oui, on a une protection sociale, mais pas individualisée. Donc moi, si j'aime un type, je vais plutôt jouer cache-cache. Oui, j'ai la protection sociale, mais attention, je dois me protéger de la délation. Et tout cela sortait, et c'est les comédiens qui ont mis des mots, comme on vient de l'entendre, etc. Je trouve ça, il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait faire une émission rien que là-dessus, évidemment. On peut dire que dans les activités de la laïcité organisée, cette dimension-là, elle a trouvé sa place. Il y a eu de la place parce que précisément c'était choquant de voir que la société, enfin en tout cas le pouvoir politique l'a nié. Ah, tout à fait. Je vais vous proposer à tous les deux de retrouver une première série de réactions, peut-être de celles et ceux qui nous suivent ce soir, avec Sandra, Sandra qui dépouille à distance tous les réseaux sociaux, qui suit. Alors Sandra, bonsoir, bonjour tout d'abord. Bonsoir Eddy et bonsoir à vos invités. Voilà. Sandra, quelle est la tonalité? Alors, les derniers reportages font pas mal réagir, et notamment la question des jeunes. Donc, on nous demande comment pourrions-nous proposer un avenir désirable auquel ont droit nos jeunes, quelles sont finalement les pistes qui leur permettraient de rebondir positivement et de se construire dans cet avenir qui est devant ces jeunes, évidemment. Et alors aussi beaucoup de questions autour de ce monde d'après et de la place des oubliés que notamment Jean Leclerc et André Poquet ont mentionné. Donc on parle évidemment des caissières, de supermarchés, des enseignants, mais aussi de tout le secteur culturel. Comment faire en sorte que ces oubliés ne passent pas la trappe face à nos libertés retrouvées? Donc il y a cette sorte d'équilibre, qui est interrogé. Et je rebondis d'ailleurs sur cette troisième question. Comment faire cette balance, trouver un équilibre entre la liberté et la solidarité, qui sont donc 2 valeurs chères à la laïcité? Donc ça, c'est une question qui nous est également posée. Et alors au tout début aussi de nos capsules, beaucoup de questions autour des aînés, des seniors, donc qui ont payé le prix fort. Quelle place, quel rôle peut jouer la laïcité dans le futur pour contrer cet isolement, mais aussi accroître le bien-être des personnes qui sont donc en fin de parcours. Voilà.
Merci Sandra. Bon, déjà une fameuse batterie de questions, André Poquet. On commence peut-être par ce dernier aspect. Qu'est-ce que la laïcité concrètement peut faire demain pour que, mais dans les MRS, mais aussi pour les jeunes, etc., on puisse être plus créatif? En fait, je ferai rebond à ce que Jean disait entre l'articulation personnes âgées et jeunes. Que faire, évidemment, il n'y a pas de recette miracle, ça c'est évident. Je pense que les laïcs ont la force de leurs valeurs qui donnent sens. Et je reprends peut-être la place que nous donnons à la liberté, mais pas à une liberté individuelle. C'est aussi quelle est la place de la liberté de l'autre. Comment est-ce qu'on peut penser liberté en considérant que l'autre est mon égal? Et comment, à ce moment-là, je peux mettre un projet solidaire en place. Donc, au niveau pragmatique, quand je vois les différents projets, quand les lignes bougent, parfois très très timidement, mais ça ne me paraît pas grave, elles bougent, ça me paraît l'essentiel, c'est lorsqu'on est au plus près des usagers, au plus près de la population, lorsqu'on détricote une relation de pouvoir parce qu'on aide, mais parce qu'on est avec pour penser ensemble une réponse à des problèmes qu'on identifie. Et on le verra peut-être dans une autre capsule, combien les départements de santé, mais les départements, les écoles de devoirs, etc., qui sont dans le quartier, peuvent vraiment, sentir les choses, identifier les besoins, lister les problèmes, non pas en fonction de leur grille d'experts, mais en fonction de qu'est-ce qu'on me met sur la table, et ensemble, penser des pistes. Jean Leclerc, cette interpellation manifestement évidemment autour de la jeunesse et puis aussi de toutes ces pistes concrètes pour la société de demain. On l'a beaucoup évoqué, cette société de demain, mais on ne voit pas poindre. Je voyais les titres de presse ces derniers jours étaient plutôt « Retour à la société d'avant, youpi ». Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le champ de la laïcité, selon vous, pour pouvoir imaginer, et notamment vis-à-vis de ces jeunes, expliquer quelles seront les lignes de force d'un monde de demain, alors qu'on semble ne pas avoir été très prévoyant dans le monde d'hier? Sans doute dans les traumatismes de la sidération qui a duré, et les traumatismes qui sont toujours là, recréer du lien, parce que n'oublions quand même pas qu'à différents moments de la crise, il y a eu des moments de rupture lourds, intergénérationnels, entre personnes âgées, nos seniors et nos plus jeunes. Et que donc il y a eu des moments de focalisation sur les uns et puis sur les autres. Bon. Alors je pense que ça a des aspects intéressants de l'émission, c'est la question de notre action et donc de notre militance en quelque sorte. Et je vois pour ma part deux choses. Le concept de solidarité est un concept absolument merveilleux. Ceci étant, vous savez que sur le plan de l'histoire des idées, on a aussi travaillé longtemps avec la notion de fraternité. Et puis on a vu apparaître le concept de solidarité. Alors le concept de solidarité, il plaisait beaucoup parce que c'était un concept qui venait du monde de la biologie et du monde organique et qui permettait donc une certaine compréhension structurale de la société. Et la fraternité, elle est partie en déclin parce qu'on disait que la fraternité était quelque chose de trop subjectif, de l'ordre d'un sentiment. Et puis c'est par après alors que la fraternité est revenue. Et donc dans notre solidarité, il nous faudra de la fraternité. Il nous faudra prendre conscience, corps, esprit, que nous sommes une fratrie et que donc nous sommes, pour sortir peut-être aussi un peu de toutes les problématiques dans lesquelles nous sommes avec le patriarcat, de revenir au fait que nous sommes dans une société fratriarcale. Et vous savez, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, mais vous êtes un bon connaisseur aussi de la langue française, vous savez qu'il y a deux orthographes du mot fratrie. Il y a la fratrie pour dire la fratrie biologique de la famille, bon, etc. Et puis il y a la fratrie avec PH, c'est-à-dire cette appartenance à une société commune dans laquelle vous êtes un sujet de droit, un sujet de devoir aussi, voyez. Et donc cette fratrie-là, elle est chère à la laïcité. Et je dirais alors, avec une crise comme celle-là, je pense que le deuxième axe de la militance, de l'action,
consisterait à être extrêmement attentif aux personnes que nous appelons les précarisées. Alors en fait, j'aime pas trop le mot précarisé, parce que vous connaissez l'étymologie de ce mot-là, hein, c'est precarius en latin, donc c'est la prière. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont obligés de prier, et en fonction de ce que voudra bien faire le maître, le bon maître, il donnera, il ne donnera pas. Or, la sécurité sociale, ce que nous appelons la sécurité sociale, c'est tout sauf de la charité. C'est tout sauf un mouvement de prière avec une éventuelle tolérance ou une éventuelle intolérance. Et nous, je pense que nous devrons être extrêmement attentifs à faire en sorte que chacun ait accès aux droits. Car il y a des droits, effectivement, mais avoir des droits est une chose, mais pouvoir accéder aux droits est encore autre chose. Et dans ce monde où le lien a été blessé, il a été traumatisé, je pense que le Centre d'action laïque devra être attentif, et il le sera, il l'a été, et il le sera, à être un lieu de médiation pour faire en sorte que ces personnes que nous appelons les vulnérables, les précarisés, puissent trouver les chemins pour avoir accès à ces droits et qu'ils soient pleinement des sujets de droit et non pas des sujets priants, mais des sujets debout, parce que dans une citoyenneté, avec, comme je le disais au tout début de l'émission, avec ce principe de l'égalité qui doit nous guider. Il a fallu, hein, André Poquet, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, il a fallu imaginer ou vivre ou voir, et celles qui ne l'ont pas vu ne comprendront peut-être pas l'intensité de ce qu'on va dire, mais vous évoquiez ces colis alimentaires tout à l'heure à des jeunes sur les campus, quels qu'ils soient, universitaires ou d'école, peu importe, des jeunes qui n'étaient pas destinés à quémander et qui venaient en rasant les murs avec une profonde honte, alors que c'était sans doute aussi d'ailleurs le moment où l'on pouvait tenter de voir ceux et celles qui glissaient, avoir des nouvelles de ceux et celles qui n'osaient même plus venir, qui restaient cloîtrés chez eux. Ce sont des sentiments d'une extrême violence quand on provoque la honte chez l'autre. C'est un peu ce qu'on disait, évidemment, on est tous sujets de droit. On a tous droit, sans quémander, c'est important. Mais avoir droit nécessite qu'on connaisse nos droits. Et donc on réalise que cette connaissance, mettre à disposition, demande tout un chemin. Je l'ai pris de manière rapide tantôt, le bon et le mauvais élève. Quel est ce cliché? Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots? Nous connaissons tous des élèves que nous trouvions vraiment très malins, très intelligents, etc. Mais bon, ils n'avaient pas compris les codes de l'adaptation. Ils sont dans la rigole. D'autres qui, par leur créativité à l'école primaire, ont vraiment rendu les choses trop difficiles parce qu'il y avait des problématiques autres que la transmission du savoir. Donc en effet, c'est passer à un sujet de droit qui n'a pas à quémander, un, et deux, c'est de mettre l'individu en tant que partenaire à part entière. Arrêter de parler de l'usager, mais de le rendre actif du processus. Chacun de nous sur nos deux pieds, et ensemble, on fait cité. Je voudrais encore, avant qu'on tourne une page de plus, Jean Leclerc, saisir en fait la balle au bond du propos, du début du propos de la séquence théâtre-action que nous avons vue, parce que dire la violence, c'est aussi dire l'intrusion. Il y a eu des moments d'extrême violence. On se souvient quand même qu'il y avait beaucoup de contestations sur ce qu'on appelait les visites domiciliaires au moment où il s'agissait de la problématique des réfugiés, mais on a vu avec quelle rapidité l'intrusion dans les domiciles, la délation, la violence du rapport, la perte de confiance dans l'autorité publique, la perte de confiance dans ce qui devait être une force de l'ordre empathique est devenue une force de l'ordre brutale, c'est-à-dire quelque chose qui aurait dû être un service s'est transformé en ou une peur, ou beaucoup de ressentiment. Oui, oui, et on pourrait vraiment répondre en un mot. À partir du moment où les gouvernants de la cité emploient les mauvaises méthodes pour réguler le lien social, on en arrive à ces pires dérives, alors que, évidemment, tout le monde contestera, mais qui sont des formes de la réaction sociale pour dire que ces libertés fondamentales et ces droits fondamentaux, on n'est pas en droit de les bafouer. C'est une sorte d'expression de la survie qui s'est faite et il faut reconnaître, et
On sait combien de juristes, de spécialistes du droit réfléchissent à ces questions, la fameuse question de la loi pandémie, nous disent que nos libertés fondamentales dans un régime démocratique doivent être véritablement préservées. Donc là, c'est un des grands acquis de la société d'avant qu'il faudra veiller à ne pas voir blesser outre mesure. Oui. Je vous propose d'aborder un sujet très sensible, femmes et IVG en temps de pandémie. Peut-être que ce n'est pas celui sur lequel on a imaginé mettre le focus le plus rapide, mais on sait aussi que toute une série de soins, par exemple, on y reviendra, ont été handicapés, abandonnés, reportés. Et en matière d'IVG, évidemment, il y avait un impact également. Je vous propose de découvrir cette séquence. Le 28 février dernier, nous étions à la cérémonie des Césars, enfin nous regardions tous et toutes la cérémonie des Césars et nous savons ce qui se passe avec Adèle Haenel, avec le lendemain des Pentes qui va écrire ce texte « On se lève et on se casse », où on est quasi là au firmament d'un mouvement depuis 2-3 ans d'hashtag MeToo, où on se lève et on se casse, où il y a une dénonciation véritablement d'une société patriarcale, parce que les mots maintenant sont posés. Et puis quelques jours plus tard, c'est le retour vers le foyer, avec tout ce qu'il peut signifier pour les femmes. On sait que le foyer est peut-être l'endroit le plus dangereux pour les femmes en termes historiques. Justement, l'idée du féminisme, c'est aussi petit à petit d'avoir pu prendre l'espace public avec tous les dangers de l'espace public, mais pouvoir aussi aller dans la sphère publique. Et là, tout à coup, rester à la maison devient une obligation morale aussi, sanitaire, mais aussi morale. Et donc pour moi, c'est vraiment là un changement, un basculement qui va se faire. Simone de Beauvoir disait qu'il suffit d'une crise pour que le droit des femmes soit remis en question. On était dans le début d'une crise qui s'est avérée très longue et certaines femmes faisaient état de questions concernant l'accès à des consultations pour la contraception, pour le suivi des grossesses ou de leur santé sexuelle et reproductive. On s'est demandé s'il y avait une rupture dans la continuité de ces services et nous avons voulu rencontrer donc les professionnels du secteur. En fait, l'INAMI a décidé que toutes les consultations non urgentes ne pouvaient pas avoir lieu et donc le problème a été que dans certains hôpitaux, on a considéré que la contraception, ce n'était pas une urgence, que placer des stérilets, ce n'était pas une urgence et donc moi j'ai continué à les mettre en considérant que c'était urgent. Mais nous avons vu que certaines femmes se sont retrouvées avec des grossesses non désirées parce que leur rendez-vous pour placer le stérilet avait été remis. Le côté rassurant, ce qui était positif, c'est la présence d'un maillage important de centres de planning familial en Belgique avec une très grande accessibilité et aussi une quantité de personnes engagées, prêtes à aller vraiment aux côtés des femmes, de les accompagner, même en faisant preuve de désobéissance civile face à des mesures trop restrictives. On pense notamment à la possibilité nouvelle qui a été mise en place depuis la pandémie de permettre aux femmes de faire des avortements médicamenteux à domicile, ce qui était vraiment quelque chose qui n'était pas vraiment d'actualité avant. Et puis finalement, avec la pratique, on s'est rendu compte que c'était une bonne option. La méthode par médicament, dans les plannings où je travaillais, on était en train justement de se questionner sur est-ce qu'il faut vraiment obliger les femmes à venir prendre leurs médicaments au planning. On était en train de s'assouplir par rapport à ça. Et puis il y a eu le confinement et des règles de rester chez vous, éviter les déplacements. Et donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'alors on continue à obliger les femmes à venir?
Est-ce que vraiment elles ne peuvent pas le faire chez elles? Ça se passe dans plein de plannings, ça se passe dans plein de pays. Je pense que ça va se pérenniser parce que les freins qu'il y avait à l'autoriser, on va dire, à la maison, c'était des craintes des professionnels, en fait, des médecins et des accueillants et des accueillantes, et qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal, et qu'est-ce qu'on fait si elle stresse toute seule chez elle, et qu'est-ce qui se passe si... Et en fait, c'est pas arrivé. On a été rassurés, il n'y a pas eu de rupture, ces services ont été poursuivis, mais par contre, le silence des autorités a été quand même assez interpellant pour nous. À aucun moment, on a parlé du maintien de ces services. La santé des femmes, de nouveau, la contraception, l'avortement, n'ont jamais été évoqués comme étant de besoins essentiels, comme étant de soins qui ne pouvaient pas attendre, de soins urgents. André Poquet, on est au cœur aussi d'un sujet très grave, hein, les droits des femmes en particulier. Alors on sait que déjà avant la pandémie, la question de l'interruption volontaire de grossesse, la question en général de l'EVRAS, de l'enseignement, de la vie affective et sexuelle posait encore d'énormes problèmes. Certains manifestement, par le silence, auraient tenté de faire poser une chape de plomb. D'où l'importance aussi, j'imagine, de cette fameuse première ligne que l'on vient d'entendre. Tout à fait. Il y a vraiment un article qui vient d'être paru dans Médor, conduit d'ailleurs par Sylvie Losberg, qui est présidente du Conseil des femmes, qui est notre directrice de la cellule stratégique, où on a donné la parole aux femmes qui avaient avorté et essayé d'identifier les problèmes. Et c'est assez impressionnant, les gros problèmes du relationnel, de la non-compréhension, des blocages, d'attitudes, je dirais sadiques, etc., se sont retrouvés à l'hôpital. Et l'accompagnement positif, il suffit d'entendre les centres de planning parler, on est avec un personnel de proximité qui mobilise, qui sont à l'écoute et qui donne une place réelle de partenaire aux femmes. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important. C'est un point que j'aime bien dire, c'est que bien sûr ici dans nos murs, on s'est toujours battu pour faire avancer les lignes par rapport à l'autorisation, IVG, euthanasie, etc. Et c'est tout à fait essentiel d'avoir des lunettes de juriste et de se dire c'est important que le droit bouge évidemment. Mais quand le droit a bougé, il ne faut surtout pas croire que les mentalités bougent aussi vite. Le regard social. Et dans les hôpitaux publics, vous êtes parfois effaré de ce que vous entendez. Et régulièrement, que ce soit moi ou d'autres, on nous demande mais comment aider les professionnels à comprendre ce que sont le concept de neutralité, les droits des patients, la place du patient, etc., etc. Donc en effet, on peut faire avancer tout le cadre juridique, mais il faut quand même savoir que la pratique ira moins vite. Ça, c'est important. Et alors ici, on l'a focalisé sur l'IVG. J'aimais beaucoup, évidemment, l'intervention de Valérie Piette qui démarrait, qui disait, mais quand on voit tout le courant MeToo, etc., et c'est dramatique, maintenant, le gouvernement a mis toutes les femmes dans leur cuisine, avec leurs gosses, au risque d'être battues, etc. Les hommes continuent à en sortir, d'ailleurs, hein. Et donc, on est rentré dans nos chaumières. La question d'ailleurs du droit des femmes, très débattue encore ces derniers jours, Jean Leclerc, il n'y aura pas que la pandémie d'ailleurs pour les frapper, mais c'est une vraie réflexion entre régression et confusion. Oh, oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que donc, une fois de plus, on voit que traversant cette crise ou étant confronté à cette crise-là, on voit vraiment ressortir les lieux fondamentaux. Et certains se disent que, par exemple, la question de la santé sexuelle ou l'interruption volontaire de grossesse ou l'euthanasie sont des coquetteries de laïcs. Enfin bon, mais non, on voit là véritablement qu'on touche à la question de l'autonomie du sujet
et aussi à la question de ses droits. Et à partir du moment où vous rentrez dans une pandémie comme celle-là, qui en vient à vous confiner et qui en vient donc à vous faire rentrer dans une structure où vous êtes carrément dans une situation de clôture, il est inévitable que la question de la santé sexuelle, elle se pose aussi. Et donc, il faut là aussi rétablir la possibilité de l'accès aux droits. Et il ne faut pas non plus avoir une vision idéalisée de la société comme celle qui, en réalité, nous a été présentée à travers toute la gestion sanitaire de la crise. Je rappelle cet épisode loufoque où un de nos experts nous expliquait comment on devait recevoir et comment on devait dresser la table. Je ne suis pas convaincu que la table du Belge moyen avait la nature financière du service qui était exposé. Bon. Mais c'était comme ça. Alors, le deuxième point, si vous me permettez, et là, c'est vraiment le citoyen qui veut réagir. Le citoyen blessé et profondément indigné. Parce que quand on regarde un reportage comme celui-ci, on ne peut pas avoir dans l'esprit cette phrase totalement indigne et honteuse de la coprésidente Écolo, qui nous a expliqué il y a très peu de temps, alors on ne va pas, rassurez-vous, on ne va pas faire le débat sur la question de la STIP, mais quand même, qui nous a dit que défendre le port du voile et l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, c'était un même combat pour des minorités. Alors ces femmes, ce ne sont pas des minorités. C'est une réalité de l'existence. Alors je ne suis pas convaincu qu'elles nous écoutent ce soir, mais si jamais elles nous écoutaient, qu'elles sachent qu'elle a commis une triple faute. Elle a commis une faute intellectuelle et scientifique. J'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est une fake news qu'elle nous a faite. Et on l'a trop peu dit, parce qu'elle a assimilé deux choses qui sont non assimilables. Et puis elle a commis une faute morale. Parce que quand on voit ça, quand on voit ces témoignages, quand on voit l'angoisse de ces femmes qui sont confrontées à ces situations, eh bien, oser dire une parole comme celle-là et conjoindre deux choses qui n'ont pas à être conjointes, c'est une faute morale. Et puis c'est une faute politique lourde. Quand on connaît l'hypocrisie du moment, du monde politique, qui est capable de faire des compromis sur des choses qui sont alors pour le coup essentielles et vitales, et qui refuse d'en faire sur d'autres, eh bien là, on se dit qu'un épisode comme celui-là, ça mérite des excuses beaucoup plus nettes. Bon, malheureusement, je ne les ai pas entendues, mais la crise, la réalité de la crise, le terrain de la crise, elle révèle aussi qu'il y a des paroles politiques qui sont indignes et qui sont honteuses dans une démocratie. Et je pense que c'est évidemment encore plus grave quand on est un mandataire politique parce qu'on a une responsabilité morale et intellectuelle. Je vous propose de revoir ou de voir et de découvrir une problématique que l'on n'a probablement pas tellement évoquée dans le grand public ou qui n'a peut-être pas effectivement, comme vous le soulignez d'emblée tout à l'heure, André Poquet, fait partie des personnes cibles que, dans notre nombril, dans notre peur personnelle, nous souhaitions voir priorisées. Je veux parler évidemment des détenus, ou du monde carcéral en général, parce que dans la prison, il y a bien sûr des détenus et des détenus, il y a du personnel pénitentiaire, et qui vit déjà, par essence même, dans un monde clos, mais qui n'est pas si clos que ça, puisque normalement il y a des allées et venues, la privation de liberté n'étant pas la privation de l'ensemble des droits. Le comité consultatif de bioéthique avait, d'ailleurs en son temps, assez vite, somme toute, mis parmi les priorités, par exemple vaccinales, ces populations cibles. On a vu qu'il était loin d'en être le cas. Si pour le personnel pénitentiaire les choses ont avancé, pour les détenus ça a été beaucoup plus lent, pour ne pas dire à certains endroits quasiment nul. Je propose de redécouvrir ce que le monde laïque a pu faire aussi pour rompre à un certain moment l'isolement de ces détenus et de ces familles qui ne pouvaient plus communiquer là non plus et qui ont pu parfois trouver une réponse grâce notamment à travers les conseillers laïcs, les conseillers moraux en prison. Le premier confinement, franchement, c'est trop difficile. Tu ne sais pas, il n'y avait plus de visite, il n'y avait plus de contact avec ta femme, avec ta famille, tes enfants, l'entourage. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison, mais tu vas appeler, ça prend c'est trop vite. Tu vas parler 5-10 minutes, après il y a quelqu'un derrière toi, il va appeler parce qu'on est beaucoup. C'est dans des conditions comme ça, tu penses double. En fait, ton cerveau, il va exploser. Tu commences à parler tout seul.
Ça m'arrivait de parler tout seul. Je regardais le miroir et des fois, il me prenait pour un fou. Je parlais tout seul dans la cellule. Mais franchement, nous ici, s'il n'y a personne qui pense à les gens qui sont dans les prisons, ça c'est malheureux, c'est pas bon. Franchement, quand j'en sens, je pense à mes enfants, je pense à ma famille, je pense à ma femme. Ça fait 1 an. Ma femme, ça fait 8 ans que je suis avec elle. Ça fait 1 an. Je vois ma femme derrière une brise de glace comme ça, je lui parle comme ça, elle ne m'entend pas des fois, je ne l'entends pas. Je ne veux pas la toucher, je ne veux pas la prendre dans mes bras. Je veux pas... C'est bizarre, ça fait... Tu ne peux pas la toucher. Si tu la touches, tu vas te mettre en quarantaine pendant 8 jours, 10 jours, dans un cellule en fait. Franchement, je vous jure, c'est à la fin, quand tu passes des moments comme ça, que tu es seul pendant 24 heures sur 24, dans un cellule, 4 mètres sur 5 ou 6, tu as 1 heure, 10 fois tu n'en as pas, franchement, ça fait réfléchir la prison. Vous devez expliquer à vos enfants, à votre compagne ou à vos parents qu'il n'y en a plus qu'un seul qui peut venir pendant X semaines, je veux dire, et les autres ne peuvent pas venir dans un premier temps. Donc, il y a eu un temps d'adaptation. On nous a offert, entre guillemets, des visites vidéo. Vous avez votre interlocuteur par vidéo pendant une vingtaine de minutes. Donc, ce qui compense un petit peu la visite, mais qui ne remplacera jamais le contact physique. Et puis cette deuxième vague arrive, et malheureusement j'en ai fait partie parce que j'ai été testé positif. Et là on vous met en quarantaine dans votre cellule, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu une cellule, et vous n'avez plus aucun contact à part le téléphone, plus rien. Donc là vous le vivez assez compliqué. Alors en mars 2020, donc il y a effectivement un peu plus d'1 an, les grosses difficultés auxquelles on était confrontés, c'est de pouvoir rencontrer les détenus, puisque c'est le propre de notre travail. Très vite, la FAMD a réagi en mettant en place une ligne gratuite, donc un 0800 accessible aux détenus. Donc certains détenus, on a chacun envoyé des courriers personnels aux détenus qu'on rencontrait, et certaines directions de prison ont distribuer ce courrier et donc ce numéro de téléphone à tous les détenus de leur prison. Certains détenus ont très bien utilisé ce système et ont contacté les conseillers moraux. D'autres détenus, nous n'avions aucune nouvelle. Certains ne sont pas habitués au téléphone. Dans certaines prisons, il n'y a pas le téléphone en cellule. Donc on s'est vite rendu compte que c'était une belle alternative dans un premier temps, au moment où tout le monde était un peu dépassé par cette crise. Mais très vite, nous sommes quand même retournés physiquement sur le terrain pour aller rencontrer les détenus qui en faisaient la demande. Mais on se rend compte qu'on rencontre beaucoup moins de détenus qu'avant le début de cette crise parce qu'il y a évidemment plein de difficultés qui sont mises en place à l'intérieur des prisons. On ne peut plus les rencontrer à l'intérieur de leurs cellules. On doit les faire appeler dans des locaux. Il faut donc que les locaux soient disponibles. Il faut qu'il y ait des mouvements pour que les détenus arrivent jusqu'à ces locaux. Et puis il y a des détenus qui ne sortent pas de leur cellule et donc qu'on ne rencontre plus. Si ils nous voient, nous, ils voudraient aussi pouvoir rencontrer leur famille. Et donc, il y a un peu une incompréhension de pourquoi vous pouvez venir me voir et pourquoi je ne peux pas voir mes enfants ou pourquoi je ne peux pas voir ma compagne. Oui, je le disais en présentant cette séquence, André Poquet, être en privation de liberté, ce n'est normalement pas être privé de ses droits, sinon celui précisément de la liberté de mouvement. Bien sûr, ici, chacun, on l'a déjà dit et redit, s'est trouvé dans une situation d'exception, confiné à la maison, avec une restriction de bon nombre de libertés, mais là, il y a eu une cécité volontaire. Beaucoup d'entre nous ne souhaitaient d'ailleurs pas entendre parler, d'où le rôle essentiel d'une fédération comme l'assistance morale aux détenus. Tout à fait, on voit bien le lien, combien les conseillers laïcs, le mouvement a tout mis en place très rapidement, les premiers à mon avis, pour créer une passerelle entre l'intérieur et l'extérieur par le fameux numéro 0800. Bien sûr, on se retrouve, quand on écoute les détenus, à identifier évidemment les énormes failles, parce que ce détenu, avec ce qu'il vit de catastrophique, comme vous le rappeliez, la prison, devrait être uniquement une privation de liberté.
Et puis en une fois, dans un projet de revalidation, ne rigolons pas. Quel est ce projet? Quelle est la place de la cellule familiale, de l'épouse, il en parlait, des enfants, des amis, du boulot, etc. Parce que je trouvais, c'est peut-être mon côté candide, mais tout au début de la pandémie, je me dis, mais eureka, on est confronté à la surpopulation des prisons, on réalise qu'on est un pays régulièrement mis pointé, que nous avons bien 40% de détention préventive. N'oublions pas tous les toxicos, on se demande, bon, ils ont probablement mis un pied de côté, je veux bien, mais ils sont d'abord, à mon avis, des malades. La psychiatrie de prison, la défense sociale est vraiment inacceptable dans un pays qui se veut adhérer aux droits de l'homme, aux droits humains. C'est vraiment impressionnant. Et je me suis dit, tiens, on en a fait sortir toute une série pour diminuer la pression. Bon, je suis d'accord, c'était peut-être pas pour le bien de nos prisonniers, mais surtout pour qu'il n'y ait pas d'émeutes. Enfin, en attendant, je me suis dit toujours un pas de gagné, pour les retourner à la maison, et puis on n'a plus parlé de ça. Et tout le monde est rentré. Et les conseillers laïcs font un boulot extraordinaire, les permanents font un boulot extraordinaire. Mais, comme je le disais d'ailleurs, dans le cadre des maisons de repos, il n'y a plus personne à sa juste place. Oui, je peux écouter un détenu, mais je sais bien que ce détenu préférerait quand même avoir sa femme face à lui que moi, quand même. C'est ce qu'on entendait dans la séquence. Voilà. Il y a effectivement, Jean Leclerc, on le disait déjà dès l'entame de notre rencontre, non pas une découverte des failles, mais une loupe, un effet de loupe qui s'est posé avec la pandémie sur des failles gigantesques. Et probablement que prison, IVG, mais aussi enseignement, bien sûr, comme on l'a évoqué, MRS, ce sont des effets grossissants de ce qui reste déjà et qui est toujours encore à l'œuvre et sera sans doute, hélas, encore demain si on n'y prête pas garde. Oui, mais il faudra y prêter garde parce qu'ici, justement, j'aime beaucoup cette image de la focalisation. C'est-à-dire qu'on traverse une crise, un chaos, et on voit où ça casse. Et dans la prison, la focalisation, elle nous montre quoi? Qu'en définitive, on a la peine de la peine ici, parce qu'en réalité, s'il y avait bien un public et même un espace qui, par définition, l'espace carcéral est un espace clos, devait avoir une priorité vaccinale, c'était là. Hein. Et je pense, même aussi pour des raisons purement médicales, purement virologiques. Presque égoïste. Hein. Ben, oui, voilà. Et donc, en se disant qu'on se protège soi-même. Il y avait vraiment une nécessité. Et on retrouve alors peut-être là quelque chose qui percole dans nos sociétés et qui, à mon avis, n'est pas bon en ce sens-là. Donc le pouvoir politique aurait dû donner une forme de presque d'injonction morale en donnant une priorité vaccinale. C'est cette idée qu'on va trouver chez des concitoyens qu'en réalité, bon, ils ont déjà fait tellement de choses qu'ils sont emprisonnés qu'on ne voit pas pourquoi on s'occuperait d'eux. Et c'est cette idée fondamentale avec laquelle on commence la discussion sur cette séquence, c'est que vous vous laissez penser que parce que vous êtes privé de vos libertés, on va aussi vous priver de vos droits. Mais non, là aussi, il y a un droit à la santé sexuelle, il y a le droit aux liens vitaux de la famille, il y a le droit à l'éducation, il y a le droit à l'enseignement. Enfin, bon. Et là aussi, on a une focale qui est posée sur un lieu de chaos, un lieu de sidération et un lieu de traumatisme sur lequel, inévitablement, demain, enfin aujourd'hui, il faudra porter de l'action laïque. Il faudra, en laïcité, rappeler que s'il y a effectivement de temps en temps une hiérarchie des normes, il n'y a pas de hiérarchie dans les ayants droit au droit. Oui, ouais, ça j'aime beaucoup parce que, et ça pourrait presque être un peu la conclusion, c'est que on a commencé sur l'universalisme tout à l'heure, et c'est vrai que je pense que le laïc est attaché à l'universalisme. Alors bien sûr qu'on n'est pas béat. Oui, on a étudié, on a bien lu notre Lévi-Strauss, et on sait très bien qu'il y a des particularismes, mais il y a quand même cette idée d'un universel en surplomb, comme disait Lévi-Strauss, c'est-à-dire cette commune humanité, alors cette solidarité,
Et puis aussi cette fraternité dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il est vraiment frappant de voir qu'aujourd'hui, ceux qui mènent une guerre lourde contre l'universalisme et qui voudraient donc nous laisser sous-entendre qu'il n'y aurait que des multiculturalismes, sont en train aussi de nous dire qu'il y aurait, dans ce fameux rapport culture et nature, qu'il y aurait donc des multinaturalismes. Et quel est le danger alors de cette critique qui est perverse contre l'universalisme? C'est que on va passer d'une réflexion sur la variété, qui est une nécessité, qui est un fait, mais à la variabilité. Et il faut donc comprendre que dans cette attaque, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot qu'attaque qui est faite contre l'universalisme, un des grands dangers, ça va être de nous laisser rentrer dans des variabilités de la normativité qui vont donc laisser s'effondrer des pans que nous avons appelés des fondamentaux, déclaration universelle des droits de l'homme, droits fondamentaux, droits absolus, liberté fondamentale, liberté absolue. Donc toute cette espèce de socle, toute cette espèce de terrain qui fait cette fraternité, cette société fratriarcale, il faut vraiment la préserver. Et qui dit laïcité, dit peuple, dit un souci très particulier pour ce genre d'action. Je propose une ultime incursion auprès de vous qui nous regardez et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Sandra, encore peut-être une dernière batterie de réactions de nos internautes, nos followers, comme on dit. Oui, exactement, bonsoir. Alors, on nous dit que finalement, ce qui ressort pour l'instant de cette crise, c'est un risque accru de régression de nos droits, et surtout pour les droits des plus fragiles, on l'a vu, et un appel à la vigilance, mais aussi à l'action pour ne pas perdre ses droits. Donc voilà, ça recouvre vraiment tout ce qui a été dit durant cette soirée. Mais aussi une petite interpellation sur le glissement de ces sociétés plus autoritaires, donc qui a été mentionné durant ce débat, avec une question finalement comment réagir, comment faire face à cet accroissement de l'autoritarisme au cœur de nos sociétés que d'aucuns perçoivent comme très inquiétant. Merci. Ce sont effectivement des questions fondamentales qui vont nous permettre quelque part déjà ici de clôturer un cycle avec ce mot d'abord, vigilance peut-être, André Poquet? Je dirais oui, quand on dit tiens, les risques sont de plus en plus compromis, eh bien j'aurais envie de dire le contraire. Et pourquoi? Parce que je trouve que cette pandémie a mis une lumière sur plein de situations que nous connaissions. Et en une fois, on a retiré la poussière de dessous le tapis. Et elle est là. Et je pense quand même qu'en étant, comme on le soulignait, vigilant, attentif, ne pas se laisser marcher sur les pieds, dire les choses, ne pas rentrer la parole, eh bien ça nous permettra tous, mais tous ensemble, non pas de protéger les plus fragiles, mais d'entendre tout le monde et de, ensemble, être en éveil. On va, dans un instant d'ailleurs, accueillir également Véronique de Keyser pour clôturer avec nous ce cycle, ce colloque en 3 parties, mais encore une réaction à cette autre question qui, partant de la vigilance, demandait quel type d'action. On est peut-être, Jean Leclerc, dans ce moment clé où une société qui réclamait beaucoup de sécurité depuis des années, parfois au prix de l'abandon de certaines libertés, en disant je peux effectivement sacrifier tout ou partie de certaines de mes libertés si on me garantit la sécurité, se retrouve maintenant le nez sur l'obligation de choisir. Devant le fait accompli, et je suis évidemment absolument d'accord avec ce que dit André, le constat qu'elle pose, j'ajouterais aussi que s'il y a bien quelque chose qui est à soigner et à conforter, c'est la démocratie, c'est le fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire, bien sûr pour nous, un des fondamentaux, c'est-à-dire le parlementarisme, bien, mais aussi la démocratie participative. Et donc,
Ce que nous avons vu sur le plan de la gestion dans la gouvernance politique, c'est l'oubli de la fonction du parlementarisme et donc la séparation, la fameuse séparation des pouvoirs. C'est revenir à ça et alors aussi certainement conforter une démocratie que nous appellerions participative et citoyenne. Je vais vous demander, Jean, de bien vouloir passer le micro à Véronique de Keyser. Véronique de Keyser, on a engrangé, on a commencé, on terminera sans doute par le mot merci, d'abord, évidemment. Merci d'abord à toutes celles et ceux, évidemment, qui ont permis ceci, mais surtout à toutes celles et ceux qui se sont retrouvés et toutes celles et ceux qu'on n'a pas pu, à travers les séquences, saluer, qui sont ces fameuses premières lignes. Et puis, il reste maintenant à tirer les lignes de force, comme les internautes en souhaitent quelques-unes. Hein. Oui, c'est vrai que la première chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment merci. Alors, je voudrais d'abord remercier les orateurs de ce soir. Je voudrais dire à quel point j'ai été impressionnée par la manière dont ils ont revisité tous les fondamentaux, finalement, de la laïcité, mais vraiment enrichi des expériences de terrain. Et rappelant à quel point certains de ces fondamentaux aujourd'hui sont contestés, parfois violemment, parfois stupidement, je dirais, sans aucun substrat réel. Et je pense qu'avec cette discussion aujourd'hui, on a pu vraiment, sans dogmatisme, sans jouer un cours ex cathedra, faire comprendre pourquoi nous nous battons tous les jours, pourquoi nous sommes vraiment sur le pont avec toutes les équipes depuis le début de la pandémie et pourquoi nous sommes prêts à faire face aux défis de demain, en les maintenant intacts. Donc, ça, c'était la première des choses. Je voudrais aussi te remercier, Eddy. Tu es toujours là, oui, je suis toujours sur le pont aussi, et les équipes techniques qui nous accompagnent. Alors, c'est vrai que j'ai une pensée vraiment chaleureuse pour ceux qui sont sur le terrain, qui souvent ne passent pas sur l'antenne et qui pourtant justifient le nom du CAL, parce que le CAL, c'est quoi? C'est le centre d'action laïque. C'est-à-dire qu'au-delà du lobby que l'on peut faire, au-delà des communiqués de presse, ce qu'il y a, c'est ce terrain qui a pour objectif, qui a pour but d'apporter plus d'égalité, plus de solidarité, plus de justice dans cette société, comme l'avait voulu Lucie de Broukère, puisque c'était sa définition à l'époque de la laïcité. Alors maintenant, je pense qu'à la fois Jean et à la fois André, aujourd'hui, ont quasi donné les conclusions de ce que nous avons vu. Et des conclusions vraiment tout à fait remarquables. Moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je voudrais juste rappeler quelques points pour nous permettre d'aller peut-être plus avant, puisque nous terminons aujourd'hui une première partie du cycle sur une santé pour tous, et nous allons commencer un autre cycle après l'été. Alors, dans cet autre cycle, je pense qu'il faut avoir en mémoire que ce que nous venons de vivre comme pandémie, non seulement n'est pas complètement terminé, mais fait partie d'un contexte plus large qui est l'ensemble des menaces qui aujourd'hui pèsent sur le monde et qui sont tout à fait planétaires. On sait qu'on aura probablement d'autres pandémies, elles sont en gestation. On sait qu'on a les problèmes de climat, les problèmes d'environnement, qui touchent aussi, qui vont finalement impacter les problèmes de santé, et aussi que dans ce monde globalisé, il faudra une solidarité internationale, une solidarité sur le terrain, et que ces problèmes ne peuvent plus se penser isolément. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la notion, certes de solidarité, mais aussi de fraternité, de fratrie, qu'a rappelé Jean tout à l'heure. Nous faisons partie de ce monde ensemble, et c'est ensemble que nous devrons résoudre les questions. Et c'est pour ça que la question de l'universalisme se pose à ce point et avec tant d'insistance, même si certains voudraient la découdre. Universalisme en surplomb, probablement,
avec des particularismes et des droits à la différence qui font partie du quotidien de chacun et qu'on vient de voir d'ailleurs dans les petites séquences que vous avez présentées. Donc c'est dans ce monde-là que nous vivons et nous ne pouvons qu'être fraternels aujourd'hui. Sans ça, nous ne survivrons pas. Alors maintenant, il y a effectivement, à l'issue de ce qu'on a vu, quelques menaces beaucoup plus particulières qui sont liées à la manière dont cette pandémie a été gérée. Et nos deux orateurs de ce soir ont bien décrit les menaces qui pèsent sur les droits fondamentaux et sur une société qui pourrait devenir plus autoritaire. Il faudrait être vigilant à ce niveau-là. Mais il y a d'autres menaces. Et on a évoqué la question de la digitalisation et du numérique. Je pense que nous sommes à l'aube, effectivement, d'une révolution en matière d'intelligence artificielle, que ce monde-là, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas l'exclure. Ça peut être une possibilité extraordinaire de développement d'énergie verte, etc., etc. Tout ça est mêlé, mais qu'en même temps, le combat pour le maintien du lien social, du contact humain, qui est coûteux, qui ne va pas vite, qui ne supprime pas l'espace et le temps, qui est encombrant. Mais ce combat-là, ça va être un vrai combat. Parce que ça sera un combat dans la digitalisation de la santé, ça sera un combat dans la digitalisation de l'école, ça sera un combat de tous les jours, même avec nos enfants, en disant, mais attention, attention, pas d'addiction au lien uniquement Internet, mais il faut retomber les deux pieds sur terre et se coltiner à la réalité. Je pense que cette réalité que nous aimons tant, cette réalité faite de chaleur et de contact humain, mais il faudra la défendre bec et ongle. Et j'aime beaucoup le principe d'alternance, c'est comme ça qu'il faudra fonctionner. Et je pense qu'il faut replacer là, dans le cadre global de réflexion sur est-ce qu'il faut continuer à avoir autant de déplacements, est-ce qu'il faut généraliser un télétravail en alternance pendulaire, etc. Tout ça, ce seront des questions sur lesquelles, d'ailleurs, nous nous préparons déjà depuis un certain temps. L'autre type de menace, c'est non pas la disparition même des inégalités, c'est l'accroissement des inégalités dans le monde très compétitif dans lequel on est. On a vu à quel point la digitalisation avait accru des inégalités, extrémisant les performances extraordinaires des plus favorisés et par contre larguant toute une partie de la population, pas seulement les personnes âgées, mais aussi les travailleurs, les familles les moins favorisées, ne disposant pas d'ordinateur, étant dans des familles immigrées où les parents ne savent pas suivre l'éducation des enfants, etc. Il y a eu une exclusion sociale liée à la digitalisation. On la retrouve absolument partout dans le monde. Au niveau européen, les recherches sont là, elles le sont ailleurs. Et donc, cette transformation de la société ne peut pas se faire avec ces inégalités-là. Et nous devons y veiller. Nous devons aussi, et je le reprends, je souligne simplement, veiller à combler, à contrer certaines de ces inégalités. Et je pense aux sans-droits que nous avons vus ici, où avec si peu de droits, on a déjà commencé sur les droits des détenus, on a fait des brochures, etc. On est très centré là-dessus. Mais on doit entamer au CAL une action sur les migrants, les sans-papiers, etc. Une lutte pour une régularisation des sans-papiers. On me dit on n'a aucune chance d'aboutir, ce n'est pas une raison pour ne pas se battre, bien évidemment, mais surtout pour donner à tous ces gens qui sont parmi nous, qui travaillent chez nous, des droits qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et leur situation est telle, et leur passé, et leur vécu, et leur souffrance est telle que j'imagine mal que nous ne réussissions pas à entraîner en tout cas un mouvement de ce côté-là. Le mouvement par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, on l'a fait depuis longtemps. Donc tout ce que nous faisons a été présenté un petit peu ici. Nous sommes vigilants, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin sur la question des droits fondamentaux pour tous aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord de travailler dans ce sens et immédiatement d'ailleurs,
puisqu'il y a des propositions qui viendront en leur temps, mais qui sont sous la table. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, parce que pour moi, il était une terrible souffrance durant toutes ces périodes de confinement, c'est la question du lien social et des modèles qui ont été appliqués sans aucune concertation avec les populations. Je dirais que j'ai vécu comme un arrachement, parce que j'ai suivi par téléphone des personnes qui sont mortes, d'ailleurs, du Covid, je les ai suivies jusqu'à la fin, et j'ai trouvé absolument hallucinant qu'on ait toléré que des personnes qui étaient en fin de vie ou qui avaient des espérances de vie très courtes n'aient pas le droit de dire « mais moi je veux bien prendre des risques, moi je ne veux pas mourir tout seul, etc. » J'ai même eu une de ces patientes qui était dans un syndrome de glissement et à qui on a dit « mais madame, quand j'ai téléphoné dans la maison de repos, on a dit « mais madame, on va faire venir un psychologue ». Alors, elle mourait de ne voir personne et on lui envoie un psychologue. Rappelez-vous dans les détenus qui disaient on n'a plus tellement envie de voir les conseillers moraux, nous, ce qu'on veut, c'est voir notre famille. Alors, le lien social, on a dû le restreindre, mais sans aucun choix, sans aucune réflexion sur la qualité du lien social qu'il fallait maintenir. On a fait un modèle quantitatif qui est allé au travers et ça a été des ravages, quoi. Donc je pense que dorénavant, dans la participation, dans le consentement des gens au type de modèle dans lequel ils veulent adhérer, c'est absolument indispensable. Je pense que ce qui a été fait était plein. L'enfer pavé de bonnes intentions, je ne me jette pas la pierre, mais c'était dramatique et ça ne peut pas se reproduire. Et sur ce terrain-là, on sera aussi tout à fait vigilant. Voilà ce que je voulais dire, c'était simplement souligner les petites pépites, les perles qui ont émaillé cette longue émission. Et je dirais c'est toujours un bonheur pour nous de travailler de cette sorte et de mêler à la fois la réflexion et le terrain. Et c'est ça, véritablement, le sens que je crois qu'il faut donner à la laïcité aujourd'hui. Merci pour ces conclusions. De toute façon, les rendez-vous ont déjà été en quelque sorte préfacés, puisque après l'été, on se retrouvera encore pour d'autres réflexions, d'autres mises en perspective, d'autres défis à l'international, sur le plan européen, sur le plan local, et puis aussi liés donc à la santé, santé de tous, santé pour tous, et puis aussi sans doute sur d'autres sujets d'actualité d'ailleurs, hein, qui sont brûlants et que Jean Leclerc évoquait également en filigrane tout à l'heure. Probablement n'a-t-on jamais autant aujourd'hui en disant merci souligner cette phrase qui évidemment apparaît à la fois dans les génériques, mais que vous connaissez en tant que sinon membre, du moins en tant qu'accompagnant de la laïcité, libre, mais ensemble. Et ensemble, c'était ce qu'on voulait souligner avec vous ce soir, et après tout dans ces 3 phases de ce colloque en 3 temps. Vivement qu'on puisse se retrouver en présentiel pour d'autres colloques dans une formule à l'ancienne, mais avec les technologies d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. Merci, excellente soirée ou excellente journée à toutes et à tous.